à l'écran. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tous les participants de ce webinaire de la prévention médicale. Je me présente, je suis Bruno Fratini, je suis ingénieur en prévention des risques et je représente ici la prévention médicale. Depuis maintenant près de 10 ans, la prévention médicale est une association qui traite de sujets de prévention des risques médicaux et paramédicaux et il propose ce rendez-vous aux différents professionnels de santé. Aujourd'hui, c'est la médecine vétérinaire qui est à l'honneur et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur vétérinaire Nicolas Massal et le docteur vétérinaire Michel Bossier qui vont animer ce moment d'échange. Donc, Nicolas et Michel, je vous laisse vous présenter. Nicolas. Je vais me présenter. Je suis docteur vétérinaire. Je suis vétérinaire comportementaliste, c'est mon diplôme. Donc, je suis, on peut pas dire spécialiste parce que je ne le suis pas au terme légal du terme, mais je fais pratique beaucoup de médecine du comportement et donc de psychiatrie vétérinaire, ce qui m'amène à avoir réfléchi, travaillé beaucoup sur la communication et ce sera l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Hop, Michel, on lui a coupé le son. Michel, on ne t'entend pas. Michel, le micro peut-être? Pardon, j'avais coupé le micro, toutes mes excuses. Voilà, je suis Michel Bossier, je suis un ancien omnipraticien, accessoirement ancien président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires et depuis 7 ans, 8 ans peut-être maintenant, je participe à l'animation du site de la prévention médicale pour sa partie vétérinaire. Alors nous avons déjà, dans le cadre de l'animation de ce site, insisté sur la nécessité d'une médecine vétérinaire scientifique fondée sur les preuves, mais nous avons aussi insisté sur la nécessité d'une médecine vétérinaire bienveillante qui évite la crise relationnelle entre le maître de l'animal et le vétérinaire. Nous avons une particularité en médecine vétérinaire, c'est que nous avons un contrat tripartite, en quelque sorte, avec l'animal, avec le maître de l'animal, et il y a bien sûr la troisième personne qui est le vétérinaire. Donc, on a beaucoup insisté sur la nécessité d'une bonne communication avec le maître pour prévenir précisément tous ces événements indésirables. Et nous avons également déjà un petit peu envisagé par écrit la communication avec l'animal. On a, par exemple, la question des chiens agressifs a déjà été envisagée. Et puis, nous avions aborder ces questions de communication avec l'animal, en citant d'ailleurs les travaux du docteur Nicolas Massal, notre confrère, mais nous avons pensé qu'il était préférable de l'inviter à nous parler précisément de la communication avec l'animal, et notamment à travers les gestes. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Michel. Alors, à l'attention de tous les participants, vous n'aurez pas la possibilité d'intervenir lors de ce webinaire oralement, mais vous pouvez constater que vous avez sur la droite de votre écran une petite fenêtre avec une bulle de dialogue avec 3 petits points dedans. C'est un chat participant. Vous nous déposez vos messages sur ce chat et je me ferai un plaisir de les relayer auprès de Nicolas qui va être absorbé par sa présentation. Donc voilà un petit peu comment on va procéder aujourd'hui. Je donne donc la parole bien volontiers à Nicolas et je lui propose de partager son écran pour nous faire présenter son beau PowerPoint. Voilà, le partage est fait, je crois. Oui. Si tout le monde voit ma présentation. Oui. Alors, je vais attaquer cette présentation. Je vais traiter de la communication pendant la consultation. Mon sujet, c'est évidemment la communication avec les chiens, pour laquelle je propose des outils techniques et au-delà des outils techniques, une certaine philosophie de la communication pendant la consultation et un prolongement social dans la communication avec les chiens pour établir un mode relationnel. Donc, ça va bien au-delà de simples stratégies de posturales, ça va dans le cognitif avec des messages clairs transmis aux chiens ou reçus
du chien lorsqu'il communique également. Voilà, tout ça va prendre une allure concrète dans les présentations que je vais faire. Je me suis inspiré dans toute la projection que j'ai fait de la communication posturale et de la proxémie sur l'auteur du terme de proxémie, celui qui l'a créé, qui s'appelle Edward Hall, qui n'est plus de ce monde, mais qui a vécu très longtemps, et qui est un sociologue, psychologue, un chercheur, ethnologue, professeur d'université aux États-Unis dans les années 50-60, et qui est photographié ici dans une réserve indienne parce qu'il y a passé une partie de sa vie comme administrateur. Il a projeté, c'était une touche humoristique, mais il a projeté des connaissances éthologiques sur l'animal, sur les rapports entre les humains. Et donc, comme un pied de nez, j'ai repris ce qu'il a fait sur les humains et je l'adapte à la communication avec les chiens. Voilà, donc il y a des espèces d'aller-retour entre les espèces qui sont intéressants. Il avait défini ce que j'ai mis en exergue là dans le début de la diapositive, c'est-à-dire la zone publique, la zone sociale, la zone personnelle et la zone intime. Publique, c'est quand on assiste à une interaction sans y être mêlé. Social, c'est lorsqu'on est dans l'interaction. Personnel, il y a vraiment un échange entre deux individus. Et intime, comme son nom l'indique, on rentre dans une distance très proche. J'ai commencé, mais pas encore assez bien développé, une communication avec les Playmobil, avec l'accord de la société Playmobil, pour illustrer mes propos. Donc, vous avez une diapositive que je reprendrai un petit peu plus tard sur le positionnement du vétérinaire par rapport au chien pendant la consultation. Voilà. La proxémie, j'ai besoin de faire quelques définitions de départ. Donc, Edward Hall l'a défini comme l'étude de l'utilisation de l'espace par les êtres animés dans leurs relations et les significations qui s'en dégagent. Par extension, j'utilise le terme, et il est maintenant devenu d'usage dans les mondes vétérinaires, de l'utiliser pour le positionnement dans l'espace, mais aussi les déplacements, la cinétique, les postures, les ajustements et toutes les significations sociales de ces signaux. Cette dernière proposition de signification sociale, vous allez voir toute l'importance que je peux lui donner, mais elle est cruciale sur l'intérêt de la proxémie. J'ai mis pour référence les bouquins d'Edward Hall, qui en a écrit pas mal, mais ceux-là sont publiés en poche dans la collection Essai, donc sont très accessibles, enfin facilement accessibles, et ils sont remarquablement intelligents, plaisants, amusants, et plein de sagesse et d'enseignement. C'est intéressant de voir la carrière de ce gars-là qui a été recruté par la diplomatie américaine, en particulier pour former les diplomates, qui est intervenu dans des négociations, dans les négociations internationales. Voilà, c'est quelqu'un qui a une vie extraordinaire. Et c'est très amusant de parcourir sa vie avec lui dans son histoire. Donc, il a travaillé sur la dimension cachée, donc la proxémie, sur le langage silencieux, tout ce qui est postural, et la danse de la vie sur la notion de temps, de temporisation. Et c'est là encore, ce type avait une culture absolue et très étendue, c'est très intéressant. Donc la proxémie a mis en évidence le déterminisme social des distances, avec des règles culturelles pour les humains. Elles existent aussi pour les animaux. En pratique, dans notre milieu de vie habituel, les animaux ont pratiquement tous la même culture. Entre les animaux, il y a des cultures de groupe qui sont importantes. J'ai mis en illustration le marché de Santa Fe, donc Santa Fe au Nouveau-Mexique. Le marché de Santa Fe, c'est ça, c'est ces arcades avec ces voûtes, et les Indiens viennent vendre leur production sur le marché de Santa Fe. Et Edward Hall a travaillé dans un premier temps sur des échanges entre des Indiens qui viennent vendre leurs produits et leurs clients, qui peuvent être eux-mêmes des Indiens ou des Occidentaux, des Blancs, des Noirs. Et il a fait quelques films d'échange entre les personnes, et il a analysé le jeu et la danse en fait posturale entre les différents individus. Donc c'est un clin d'œil quand je mets ces photos-là, parce que c'est là-dessus qu'il a travaillé. Ils ont passé plusieurs années sur des vidéos qui faisaient 3 minutes, parce qu'à l'époque, la bande, c'était des bandes enregistrées, et la bande durait 3 minutes. Donc voilà, sur 3 minutes, ils avaient ça, ils ont travaillé des heures là-dessus. Et ça donne une idée de l'intensité des choses qui peuvent se passer dans très peu de temps dans ces échanges-là. Je vais y revenir aussi dans la clinique vétérinaire. Donc, autre point, les chiens et les chats sont très sensibles aux marques d'attention. Ils sont très sensibles dans les marques d'attention au mouvement adapté.
Et par exemple, lorsqu'un chien ou un chat émet un signal d'inconfort lorsque le vétérinaire s'approche, il est important que le vétérinaire sache le voir et sache modifier sa manière d'approcher à ce moment-là pour lui signifier qu'il a bien perçu ces signes d'inconfort. L'animal est ensuite beaucoup plus à l'aise s'il sait que ces signaux sont bien reçus par son interlocuteur et ça lui permet de tolérer beaucoup plus de manipulation. Donc l'idée, et je vais contribuer à ça, c'est d'identifier ses propres stratégies, de regarder leur efficacité et de vérifier qu'elles sont adaptées à cet interlocuteur-là. Parce qu'effectivement, vous allez rencontrer des individus à l'aise dans leur interactions qui ne seront pas gênés par vos actions, d'autres qui vont l'être immédiatement. Voilà, il faudra vous adapter. J'ai développé cette notion de respect. C'est quelque chose sur laquelle je réfléchis depuis quelque temps et qui me paraît vraiment très importante et que je veux développer, non pas dans une idée un peu simpliste ou un peu banale et enfantine, mais vraiment avec une notion de réflexion sur le respect. Pour le propriétaire, le respect, c'est les écouter, c'est respecter les règles culturelles. Alors j'ai mis Covid et poignée de main parce que avant le Covid, on se serrait la main. Après le Covid, on fuyait la main. Là, on est dans une période intermédiaire où je vois qu'il y a des gens qui arrivent et qui tendent la main. Alors moi, je l'attends plus, j'attends de voir comment les gens réagissent. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents qu'on ne les touche pas. Donc, ceux qui ne me tendent pas la main, je ne leur réponds pas. Je dis ça parce que c'est pareil avec les chiens, vous allez voir. Donc, l'idée, c'est de prendre en compte les émotions et les représentations des gens. Alors, je ne vais pas développer ça maintenant, mais il y a eu plusieurs études faites pour savoir au bout de combien de temps un médecin interrompt son client. Et la moyenne d'écoute du médecin était de l'ordre de 23 secondes. Donc vous imaginez que la plupart des clients n'ont pas fini de parler dans leurs 23 secondes. Mais bon, c'est la moyenne. Donc c'était juste pour attirer notre attention sur le fait que nous devons aussi être attentifs aux gens. Alors pour les chiens et les chats, puisque c'est plutôt ma partie, l'idée c'est d'adapter les contacts et la distance. L'idée c'est de donner des marques d'attention et on verra que c'est pas si simple parce qu'en fait il faut vérifier que le chien perçoit ce qu'on fait et de prendre en compte les émotions évidemment, que ce soit avec les clients ou avec leur animal. Créer les conditions du dialogue et de l'échange passe par ces premiers échanges et par ce respect des communications. Donc, dans l'attention à l'autre, c'est prendre conscience de la manière dont nos actions, nos positions sont perçues, d'adapter ça à la façon dont c'est perçu, ce qui suppose d'être très attentif à son interlocuteur, très, très vigilant aux différentes modifications de son statut à lui. Et dès qu'on est très attentif à l'interlocuteur, l'interaction devient tout de suite plus intense et plus marquée. J'y reviendrai aussi dans la conclusion. Donc, l'interlocuteur est dans de meilleures dispositions, le client pour vous écouter et vous raconter ses histoires, et le chien ou le chat pour subir les différentes contraintes que vous êtes nécessairement amené à lui faire subir. Donc, dans les deux cas, vous vous en rendrez compte. Avant de passer aux éléments théoriques, j'ai adapté ma tenue. J'ai donc commandé, les gens qui me connaissent savent que j'achète des t-shirts à thème. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'était un t-shirt que j'ai acheté, qui est donc « Soyez la personne que votre chien pense que vous êtes ». C'est pas banal, c'est un t-shirt, c'est pas moi qui l'ai fait, bien sûr, hein, c'est un auteur qui l'a fait. Et j'ai trouvé que c'était quelqu'un qui avait dû bien réfléchir au chien quand même. Et je trouvais ça très amusant. Et je trouve que c'est parfaitement adapté à ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, des éléments théoriques maintenant avant de passer à la partie pratique. La communication posturale et l'utilisation de l'espace, la proxémie, sont des éléments permanents des interactions. Ça, c'est vrai dans tous les cas. Les chiens sont sensibles aux messages posturaux et en particulier à l'orientation de l'axe du corps. Je vais y revenir. Et je fais une projection entre l'axe du corps, qui est donc l'axe des épaules dans le prolongement du corps, et l'axe du corps du chien, qui lui, comme il est quadrupède, est l'axe de sa colonne vertébrale. Donc nous, c'est aussi le même axe, et ça donne une idée pour le chien des intentions et du positionnement des gens qui préjugent de ce qu'ils vont faire. Donc ça donne de la prévisibilité. J'ai souligné dans mes dessins ici le regard et je l'ai mis différent parce que c'est souvent très privilégié. On dit il ne faut pas regarder le chien dans les yeux, etc. Et je pense qu'il faut dissocier la position du corps et la position du regard. Et que si votre corps n'est pas dirigé vers le chien et que vous fixez ses yeux, ça n'a pas du tout la même signification et ça ne revêt pas le caractère de menace que ça peut avoir si votre corps et votre regard
sont dans la direction du chien. Là aussi, alors je ne vais pas développer tout ce que je fais d'habitude, mais par exemple, quand les chiens ou les chats d'ailleurs sont en cage, si vous tournez à 90 degrés par rapport à la cage pour les regarder, ça leur permet immédiatement de se détendre et de ne pas se sentir menacés. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons utiliser quotidiennement dans notre pratique. Donc, quand on maîtrise certains éléments de cette communication, on peut l'utiliser judicieusement et on peut en faire une information. Et on choisit quelle information on communique au chien. La phrase « on ne peut pas ne pas communiquer », bon, qui a une origine importante dans les travaux de Gregory Bateson, mais on la cite souvent, et en même temps, quand on vous dit on ne peut pas ne pas communiquer, donc vous avez bien la notion que vous communiquez en permanence, et on va voir que pour le chien, vous commencez à communiquer quand vous arrivez dans la salle d'attente. Alors, on ne peut pas ne pas communiquer, mais du coup, ça ne nous aide pas à savoir comment communiquer. Donc, au lieu de juste savoir qu'on communique sans arrêt, ce que je vous propose, c'est de constituer des messages que vous avez définis et qui vont vous permettre de lancer, d'adresser au chien des messages maîtrisés. Donc, l'utilisation de l'axe du corps et des épaules pour projeter des signaux, j'ai souligné 5 éléments de communication qui me permettent de développer pas mal de stratégies. Être à côté du chien, c'est être d'accord avec lui, fondamental pour nous parce que les propriétaires sont à côté de leur chien et donc sont constamment d'accord avec leur chien, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. On va voir ça après. Tourner le dos, c'est faire confiance dans le regard du chien. Quand son propriétaire vous tourne le dos, il vous fait confiance. Si vous tournez le dos, vous faites confiance. Alors, à minima, c'est ne pas avoir peur, mais on va retenir l'idée quand même que c'est faire confiance. Si on s'immobilise, ça marque une tension et vous pouvez, quand vous regardez des chiens qui se rencontrent, observer que ceci s'applique évidemment dans les communications entre chiens. Approcher de face et directement, c'est franchement hostile. Et faire face et rester immobile, c'est carrément une menace. Voilà. Mais alors, Nicolas, est-ce que tu pourrais, Nicolas, nous illustrer cela par un exemple concret? À partir de ça, je constitue un certain nombre de messages que je vais vous présenter et que vous allez pouvoir utiliser au quotidien dès cet après-midi. J'avais historiquement fait projeté d'utiliser ces techniques-là pour mes assistantes lorsqu'elles ont à lire la puce électronique d'un chien. Donc j'ai une série de vidéos, je vais vous en montrer 2 simplement là, ou 3 parce qu'il y en a une troisième après, mais j'avais fait filmer mes assistantes, elles se filmaient en train de lire la puce électronique des chiens qui rentraient à la clinique. J'avais fait en 2 phases, il y avait une première phase où elles n'avaient pas été briefées du tout, elles n'avaient aucune technique particulière, et on les a filmées. J'ai beaucoup frémi quand j'ai regardé les vidéos, ça c'est une des vidéos qui m'a fait frémir, donc je vous la montre. Voilà, elle s'approche du chien, le chien est immédiatement effrayé. Le propriétaire, son seul souci, c'est que le chien reste en place. Il n'a aucune notion du stress procuré à son chien. Mon assistante ne le verbaliserait pas, mais elle a bien la notion que le chien pourrait mal réagir. Et elle finit sa lecture de puce en s'écartant vivement. Je peux la laisser pendant que je commente, mais elle s'écarte vivement parce qu'elle a bien la notion qu'il peut se passer quelque chose, alors que son propriétaire n'a absolument pas perçu l'émotion de son chien. Voilà. On voit tout l'intérêt d'être attentif à l'animal et de tenir compte de ça. Donc pour moi, ça c'est une mise en danger de la personne qui lit la puce. Et je leur ai donné ensuite ce briefing-là. Donc la première chose pour approcher un chien pour lire un transpondeur, c'est de demander au propriétaire si on peut le faire en toute sécurité. C'est important parce que si jamais ce n'est pas le cas, il ne faut pas y aller ou il faut museler le chien. Ensuite, il faut le faire dans un espace ouvert de façon à ce que le chien ne se sente pas coincé. Et que vous puissiez vous éloigner si quelque chose se passait mal. Ensuite, on choisit d'approcher du côté du chien où se tient le maître. Ce qui évite que le chien ait la notion de protection de son propriétaire. Donc, vous allez approcher sur un mode circulaire en vous plaçant derrière le propriétaire. Hop, ça va, là, c'est ça que va. Vous allez vous retrouver, vous avez fait cette circulaire et vous vous retrouvez derrière. Il ne faut pas hésiter, ce n'est pas la peine de parler, ce n'est pas la peine de faire des choses particulières. Bon, évitez de fixer le chien qui se sentirait menacé. Et placez-vous derrière le maître. Je le répète tout à l'heure, le maître vous tourne le dos, il vous fait confiance. Dans le regard du chien, c'est important. Il peut maîtriser la tête, on le verra après pour les soins, ce n'est pas utile tout le temps. Ensuite, on s'approche et on glisse la main sur le côté. On n'arrive pas d'en haut vers le bas, mais on remonte le lecteur
le long de l'épaule du chien. On allume le lecteur avant parce qu'il y en a certains qui bipent fort quand on le fait. Et une fois que la puce est captée, on se retire toujours sur un mouvement fluide et on s'éloigne sur le côté dans le dos du propriétaire. Quand j'ai eu fait ça, j'ai demandé, elles se sont refilmées, mes assistantes, après l'utilisation de cette technique. Et immédiatement, on a eu des lectures beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples. En voici un exemple. Donc, elle a demandé à la dame de se placer comme je l'avais dit. Elle va derrière et elle passe derrière le chien. Bon, c'est un petit bébé qui est attentif, mais qui n'est pas inquiet. Voilà. Elle met du temps à trouver la puce, visiblement. Mais tout ça prend quelques secondes et le chien est très confortable dans cette situation-là. C'était amusant, j'ai une quinzaine de vidéos parce que toutes sont identiques en fait, avec des vidéos de complications, disons, dans un premier temps et de simplification et d'accélération du processus dans un second temps. Ça, c'est la première impression que la clinique fait à un chien qui vient pour la première fois. Et c'est vraiment important que le propriétaire dise qu'il fait confiance au personnel de la clinique et que le personnel de la clinique montre qu'il a une bonne notion de la communication avec les chiens. Alors, des éléments de communication théorique aussi là-dessus. Donc, les messages que perçoit le chien et qu'il va falloir prendre en compte sont la position dans l'espace, la trajectoire et la vitesse du déplacement, la posture, on se tient droit par droit, on dirige ses épaules, les sons que nous émettons et les messages chimiques. Ça, c'est pour les chiens. Parce que nous, dans les sons, on perçoit que quelques sons et les messages chimiques, ils nous sont totalement étrangers. À part le parfum des propriétaires, vous n'avez pas grand-chose qui vous vient au nez, alors que le chien, lui, a tout un tas d'informations qu'il reçoit. Du coup, j'ai mis ici l'illustration de deux personnes qui se rencontrent. Comme vous le voyez, elles se font face, elles s'immobilisent et elles lancent la main pour se saluer. Pour le chien, ça, c'est carrément un début d'agression. C'est vraiment, les deux sont menaçants, le contact est bref et c'est pas tout à fait bien perçu par le chien. Et c'est pour ça que quand les propriétaires saluent des gens en faisant comme ça, s'ils ont leur chien à côté, le chien est très très vigilant à l'interaction parce qu'il se demande comment ça va tourner. Donc la question, c'est comment le chien perçoit la communication des humains entre eux, et également la communication avec lui en dehors des situations éducatives qui sont beaucoup plus étudiées et enseignées. Donc pour accueillir un client à la clinique, l'idée c'est de respecter une trajectoire circulaire pour ne pas arriver de face et se confronter au chien, de venir se placer à côté du propriétaire, côté opposé au chien, et ce qui amène le propriétaire à s'allier avec vous, même s'il n'y réfléchit pas, il fait une alliance avec vous. Vous évitez de vous immobiliser, parce que donc c'est toujours des déplacements très fluides, et vous invitez le propriétaire à avancer devant vous. Ainsi, lui vous tourne le dos, mais le propriétaire également vous tourne le dos, ce qui pour le chien signifie une marque de confiance importante. Et donc vous avez en quelques secondes, en quelque chose de très codifié que vous faites de façon répétée, vous avez créé des conditions favorables pour que le regard du chien soit plutôt positif par rapport à vous. J'ai une vidéo d'illustration, mais qui viendra un petit peu plus tard, dans laquelle je montrerai ça. Ah non, elle vient maintenant. Je croyais qu'elle était après. Alors ici, première phase de la vidéo, c'est l'accueil par la... Alors le chien est assez agité, c'est un chien que je vois en comportement. Et mon assistante, qu'on ne voit pas mais qui est à droite, propose de diriger les gens pour venir lire la puce. Le chien est assez agité. Les gens anticipent d'ailleurs l'agitation du chien. Il est en midriase, on l'a vu. Et ils essaient de le bloquer. Le chien n'a pas envie d'être bloqué. C'est pas moi qui filme. Voilà. Et ils finissent par le bloquer au sol. Mais le chien n'accepte pas ça. Il regarde tous les gens qui sont autour de lui. Bon, finalement, mon assistante va venir. Voilà. Elle essaie d'appliquer ça, mais le propriétaire se tourne, donc elle est obligée de se tourner aussi. Du coup, elle se retrouve face au chien. Passe de l'autre côté. Voilà. Finalement, il le prend au bras, elle lui tient la tête. Enfin, voilà, tout ça est un peu mouvementé. Pas franchement rassurant pour le chien. Et vous avez ce qui peut se passer classiquement dans un accueil normal du propriétaire. Alors ça, la vidéo, je l'ai vue après, moi je ne l'avais pas vue. Dans un deuxième temps, c'est moi qui arrive pour accueillir les propriétaires. Et je vais juste appliquer ce que je viens de vous dire. Donc j'arrive et je vais me placer côté du propriétaire, l'inviter à avancer. Le chien me regarde, mais tout se met à bouger très vite. Du coup, l'inquiétude cesse. Et tout ça se passe de façon très fluide. On voit les regards du chien
qui regarde ce que font ses propriétaires, ce qui lui permet de vérifier que tout se passe comme il faut. Voilà, cette vidéo est une très bonne illustration de ça. C'est ce que je fais tous les jours, hein, vraiment, c'est mon quotidien à la clinique pour aborder les chiens. Et je ne fais jamais face aux gens. J'essaie de ne pas leur serrer la main, donc s'ils me l'attendent, parce que je trouve ça, pour le chien, c'est pas très clair quand on fait ce genre de choses. Donc j'évite de le faire. Voilà. Une fois qu'on est rentré dans la consultation, l'idée c'est de faire indiquer par les propriétaires aux chiens qui sont alliés avec vous. Pour obtenir ça, et je le fais donc très rapidement après l'entrée dans la salle de consultation, alors évidemment je m'adapte à l'émotion du chien selon celle qu'il présente, mais je demande au propriétaire de venir se placer à mes côtés. Évidemment, si le chien est dangereux, on met une muselière. En général, il l'a déjà. Une fois que vous êtes à côté du propriétaire, là, il y a des chiens qui ne viennent pas. La plupart des chiens, ils voient le propriétaire à côté de vous, et donc ils viennent vous explorer. Il faut vous laisser explorer sans chercher à interagir, sans fixer le chien, évidemment, sans le toucher. Si le chien ne vient pas, le propriétaire peut l'appeler, le faire asseoir en face. De toute façon, le chien n'est jamais forcé à faire quelque chose. C'est important, c'est lui qui est libre de faire ce qu'il veut. On l'amène à ça. Donc, en fonction du chien, ben, il peut y avoir une simple prise de contact par flairage, et il peut y avoir un chien qui s'assoit, qui obtient une récompense que vous pouvez lui donner, et qui peut se laisser caresser, le cas échéant, ça peut arriver. J'évite de caresser dans un premier temps d'interaction. Je souhaite montrer au chien, je parlais de respect tout à l'heure, je souhaite montrer au chien que je ne vais pas l'envahir s'il ne m'en donne pas l'autorisation. Donc, si le chien est à l'aise, vous pouvez faire ces choses-là, mais sinon, vous évitez de les faire. En préparant, chaque fois que je prépare ce genre de conférence, les jours qui précèdent sont des jours où je suis particulièrement attentif à ce qui se passe. Il se trouve que j'ai eu lundi et mardi 2 chiens que je vais qualifier de dangereux, puisqu'ils étaient là parce qu'ils avaient mordu beaucoup de gens, et les 2 étaient muselés. Et le premier chien, après ces manœuvres-là, moi j'aurais pu, c'est un gros dog allemand, mais j'aurais pu le démuseler, les gens n'ont pas voulu. Et à la fin, avec le respect que j'avais montré, cette chienne-là, ça l'a agacée que je ne la caresse pas. Et donc elle est venue me soulever le bras plusieurs fois pour que je la caresse, ce que j'ai fini par faire au bout d'un moment. Et voilà. Et hier, celui de mardi, en fait, me chargeait chaque fois que je bougeais et me rentrait dedans avec sa muselière. Et c'était vraiment une situation assez dangereuse. Mais quand les gens étaient à côté de moi, elle venait me renifler. Donc on voyait bien qu'il y avait une perception totalement différente si jamais je suis à côté ou pas. Donc ça, c'est un début de consultation qui vous positionne par rapport au chien. C'est vraiment très intéressant. Pour les soins, pour des chiens qui sont très peureux ou pour des chiens qui sont dangereux, la stratégie sera la même. Et ce que je fais faire là, c'est pas qu'une méthode de contention. Évidemment, c'est une méthode de contention. Mais c'est aussi un message social fort pour le chien. C'est, et je vais le ressouligner sur la table tout à l'heure, un message fort du propriétaire qui indique à son chien qu'il va le protéger et qui dit à son chien que je ne suis pas dangereux, que le vétérinaire n'est pas dangereux. Donc, pour faire ça, vous positionnez le chien à côté du propriétaire, tête du chien vers le propriétaire, et le propriétaire prend la tête et la dirige vers lui. Pour des chiens qui sont très agités ou dangereux, on fait ça contre un mur, de façon à ce que lorsque la tête du chien est tournée légèrement, le chien ne puisse pas pivoter rapidement. À ce moment-là, vous pouvez arriver derrière le chien, avec vos instruments tout déjà prêts évidemment, et vous pouvez ausculter les chiens, parfois les palper, ça dépend de leur vigilance, vous pouvez les vacciner, vous pouvez leur faire une injection pour les endormir. Voilà, ça permet de faire énormément de choses rapidement et avec une assez bonne perception par le chien. Et là encore, c'est une méthode que j'utilise extrêmement souvent et qui me permet de faire des interventions rapides sur certains chiens qui autrement ne se laisseraient pas approcher. Et ça me met en sécurité. Évidemment, au moment où vous repartez, si le propriétaire relâche son chien trop rapidement et que ce chien est agressif, il va essayer de vous sauter dessus. Donc prudence à ce moment-là. Mais c'est une technique intéressante et au bout d'un certain temps, quand le chien a repéré ce qui se passe, les chiens sur qui je le fais régulièrement, en fait, au bout d'un moment, ils savent ce qui va se passer et la tension est vraiment beaucoup plus modérée. Ce qui était très menaçant le deviennent beaucoup moins.
Une nouvelle indication ici, et c'est quelque chose que bon, vous utiliserez peut-être un peu moins quotidiennement, mais vous serez amené à y être confronté. Alors, si vous faites du comportement tout le temps, mais si vous n'en faites pas un peu moins souvent, mais quand même régulièrement, l'idée, c'est la garde en consultation. Je pars du principe que dans la salle de consultation, le chien a besoin de savoir qui va monter la garde dans cette pièce. Et si, comme c'est le cas assez fréquemment, le propriétaire et le vétérinaire restent assis à discuter, eh bien, la garde lui incombe finalement. Puisque personne ne s'en occupe, il décide qu'il va le faire. Ça dépend de ses velléités, mais il peut décider qu'il va le faire. Au moindre bruit extérieur, il se dirige vers la porte et il aboie. Bon, a priori, c'est le quotidien de toutes les cliniques vétérinaires. En général, à ce moment-là, si on laisse faire le propriétaire se met également à aboyer. Donc, il crie après son chien, mais perçu par son chien, le propriétaire aboie, ce qui le confirme que les bruits extérieurs doivent déclencher des aboiements et que ça génère de la tension. Donc, la suggestion que je fais, c'est de demander au propriétaire, évidemment, d'abord de se taire. Et je me lève. Alors, le vétérinaire se lève. Dans un premier temps, il va faire la démonstration au chien, au propriétaire. Il se lève et il va monter la garde. Il le fait en silence et sans aucun regard pour le chien. Si vous parlez, que vous regardez au chien quand vous vous déplacez vers l'entrée, vers la porte, automatiquement le chien se sent recruté et vous ne vous positionnez pas en gardien autonome. Une fois que vous êtes à la porte de la direction du bruit que le chien a perçu, vous vous arrêtez devant le chien. Vous nous regardez, si vous avez une vitre, c'est bien, si vous n'avez pas de vitre, c'est pas grave, le chien ne sait pas, il ne sait pas notre système sensoriel, il imagine que vous percevez aussi bien que lui, ce qui est évidemment loin d'être le cas. Une fois que vous avez fait cette station, faites demi-tour et vous revenez, je vais le dire après. Quand vous faites cette manœuvre-là, faites attention au chien. Faites attention au chien, le chien très velléitaire vous empêchera de monter la garde, plus ou moins violemment. C'est vraiment une chose à laquelle il faut penser. Si vous n'êtes pas en confiance avec le chien, ne faites pas ça. Hein, ne le faites pas sans contrôle. Vous voyez, la chienne dont je parle, là, qui m'a sauté dessus, elle était couchée au pied de son maître. Je me suis levé pour monter la garde. Je ne me suis absolument pas approché d'elle. Je me suis éloigné d'elle pour aller à la porte. Et malgré ça, quand elle a vu que j'allais monter la garde, elle est venue me sauter dessus. Donc vraiment, elle a tout de suite compris ce que j'étais en train de faire et elle a voulu m'en empêcher. C'était vraiment très net. Quand vous faites ça, commentez pour le propriétaire. Ne parlez pas au chien, mais commentez pour le propriétaire parce que ensuite vous allez l'inviter à faire exactement la même manœuvre. Une fois que vous avez monté la garde, vous retournez à votre place, toujours en silence et sans un regard. Une fois que vous êtes à votre place, vous pouvez, en fonction de la relation avec le chien, l'appeler et le caresser. Vous pouvez l'appeler et ne pas le caresser si jamais il n'aime pas ça, mais au moins lui signifier que tout va bien et donc lui parler de façon douce et apaisante. Ça, ce sont des choses qui vont fixer le fait que vous avez monté la garde et que vous lui dites « Ok, tout va bien ». Quand vous avez fait ça, la première fois, le chien se positionne ensuite par rapport à ça. Soit il considère que vous êtes un bon gardien, c'est la deuxième image en dessous, et il va se positionner soit sous la protection de vous ou de vous et son maître, soit il va se positionner vers vous et en vous regardant. Ça, c'est le chien qui a accepté que vous étiez le gardien de la pièce et que vous êtes un protecteur efficace. Entre parenthèses, très intéressant parce que par la suite, vous pouvez difficilement être protecteur et bourreau, et donc lorsque vous allez le manipuler, il se laissera faire beaucoup plus facilement. Si le chien se positionne comme dans la troisième image ici, là, le chien cherche à manifester son contrôle. Il peut se positionner entre le propriétaire et vous, direction de la porte, il vous garde. Il peut carrément se remettre comme il était avant dans la direction de la porte en disant « tu fais ce que tu veux, c'est moi qui fais la garde ». Et il peut, c'est beaucoup plus ambivalent, se positionner comme ça, souvent avec les fesses posées sur votre pied. Ce qui est souvent perçu par les gens comme un signe d'affection, et ce n'est pas toujours un signe d'affection. Ça peut l'être, de confiance, mais ça peut être aussi un geste de surveillance qui dit « tu ne peux plus bouger sans que je le sache et je t'en empêcherai ». Donc ça, c'est une position qui dit il va falloir renégocier pour savoir exactement ce que le chien a besoin de dire. Ici, une illustration avec une consultation. Ce chien est un chien phobique social qui, en principe, ne se laisse pas approcher. Il a entendu un bruit, il y va. Je commente en même temps au propriétaire, j'y vais, je passe devant lui, celui-là, je ne le redoute pas beaucoup. Je monte brièvement la garde, je reviens. Et là, je me baisse et je l'appelle. Et là, je suis venu
il est venu spontanément et il se met à côté de moi. Et il montre bien à quel point je suis devenu un être de confiance. Avec une simple manipulation, un simple geste, le chien est beaucoup plus tranquille parce que je monte la garde. Et en plus, il se laisse manipuler, il se laisse toucher, ce qui est tout à fait étonnant. On est en tout début de consultation. Et ce que j'ai fait, alors j'avais déjà fait évidemment une alliance avec les gens, mais ce que j'ai fait est une démonstration de protection. Alors pour moi, une démonstration hiérarchique, de contrôle de la situation, et qui met le chien en confiance. L'objectif de cette manipulation, c'est de mettre le chien en confiance. Donc cette protection, c'est un enjeu hiérarchique, c'est une source d'apaisement ou d'inquiétude. D'apaisement, si vous êtes gardien, vous apaisez le chien. Si le chien doit garder, pour lui, ça suppose qu'il soit très vigilant, et donc ça génère de l'anxiété si c'est permanent, et sinon au minimum de l'inquiétude. Ça se manifeste en consultation par la garde, qu'on vient de voir, par le franchissement de porte. Il cherche à passer le premier, celui qui passe en premier, c'est l'éclaireur, et c'est celui qui affrontera le danger et qui protège les autres. Et il peut s'interposer. Vous vous doutez bien que lorsque vous vous approchez du propriétaire, si le chien se met entre vous deux et vous menace, cette interposition est une attitude de protection de son propriétaire. Dit comme ça a l'air tout à fait évident, vous n'allez pas le laisser faire, et vous verrez que sur la table, en fait, si vous avez une table où vous vous tenez de part et d'autre avec le propriétaire, eh bien très souvent vous vous trouvez dans cette position-là, involontairement. Donc, toutes ces positions qui sont visibles en consultation permettent d'observer la représentation du chien, de percevoir sa conception de la relation. Et donc, la réponse à la question, c'est qui protège qui. Dans la représentation des propriétaires, quand le chien vient de monter la garde, qui revient à eux et qui leur pose la tête sur la jambe, ils estiment qu'il vient se rassurer. Alors qu'en réalité, il vient et il leur dit « Tu peux être tranquille, je viens de monter la garde, tout va bien ». Donc, il y a une inversion totale de la signification qu'il faut souligner au propriétaire. Et donc, il faut amener le propriétaire à monter lui-même la garde. Depuis le nombre d'années que je fais ça, je vous assure que les propriétaires qui opèrent de cette manière-là apaisent rapidement leur chien. Très intéressant pour les chiens qui aboient sans arrêt, parce qu'ils finissent par aboyer beaucoup moins quand même. On peut appliquer ce principe sur la table d'examen pour éviter les alliances du chien avec de son maître. Donc là, c'est les fameuses illustrations plus mobiles que j'ai commencé à faire. Situation classique, la propriétaire est d'un côté, la vétérinaire est de l'autre. Elle examine le chien. Le chien est entre les deux, il est quand même du côté de sa propriétaire, et il peut être amené à défendre sa propriétaire, ou au moins il peut considérer que puisqu'elle est avec lui, elle va le défendre par rapport au vétérinaire. Du coup, il se sent beaucoup plus fort et il est plus à même de manifester des réactions de défense pour se protéger. Le conseil, c'est donc de passer à côté du propriétaire, de venir le faire de cette manière-là. De cette façon-là, vous êtes en coalition avec le propriétaire. Si le chien était juste inquiet, c'est suffisant. Si le chien était menaçant ou très inquiet, pour les très peureux, alors il faut procéder comme on a vu tout à l'heure pour les soins, c'est-à-dire que le propriétaire se tourne et prend la tête avec lui, et vous vous positionnez derrière le propriétaire. Ça aussi, sur des chiens qui sont très peureux, quasi des syndromes de privation, on peut faire des manipulations sur la table assez facilement avec des émotions très très diminuées chez le chien, et c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Pour le faire beaucoup, c'est vraiment toujours très satisfaisant, et c'est toujours très apaisant pour le chien, et d'une fois sur l'autre, le chien qui a repéré ce que vous faites accepte ce type de manipulation, et même des chiens très peureux progressent beaucoup dans leur disponibilité. Évidemment, les conseils qu'on donne aux maîtres le font progresser aussi, mais à la clinique, vraiment, la progression est très nette dans ces conditions-là. La position d'être à côté, c'est être d'accord. J'ai mis cette illustration, elle est amusante, avec un adolescent qui va faire obéir son chien, enfin qui va essayer toujours, et voilà, il appelle son chien pour le faire asseoir. Le chien le regarde et lui dit « Tu me parles ?» Il regarde son maître, donc je dis au propriétaire d'aller se placer à côté de lui, après vous n'avez pas le son. Et le gars, l'adolescent rappelle son chien, qui est toujours pas tout à fait décidé à venir quand même, donc j'ai fait y aller la dame aussi. Donc je me retrouve avec les trois en coalition face au propriétaire, et là, le chien vient. Alors, il ne faut pas tout ce qu'on lui demande, il vient derrière, voilà, il finit par passer là. Et là, il obéit en se plaçant entre ses propriétaires, et évidemment, sa maîtresse le caresse, elle, au lieu de laisser son fils le faire, ce qui disqualifie un petit peu le fil. Voilà. Il y a eu pas mal de discussions. Vous voyez que sur une interaction extrêmement brève,
Il y a beaucoup d'analyses de la perception du chien. Là, dans ce cas-là, c'est un chien qui, avec un jeune adolescent, lui-même étant jeune adulte, est un peu en concurrence avec un manque de clarté, disons, dans qui commande qui. Et la réaction des propriétaires, même là, elle le fait en détruisant l'alliance que je proposais. La réaction des propriétaires renforce le chien dans ce genre de choses. Ils sont à côté de leur chien, ils sont d'accord avec lui. Pour lui, l'adolescent, il est toujours pas valable. Donc évidemment, ça se travaille après. C'est ça. Hop. Ensuite, une fois que la consultation se termine, il faut raccompagner les propriétaires. Des fois, je fais tout ça en consultation, enfin des fois, assez souvent. Je fais tout ça en consultation, surtout en comportement. Hein, et au moment où j'ai terminé, les gens me disent « J'espère qu'il n'y a pas de chien dans la salle d'attente ». Et je leur dis « Mais j'espère qu'il y a plein de chiens dans la salle d'attente et qu'on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on vient de voir pour vérifier que c'est aussi efficace que ce que je prétends ». Alors, le principe pour traverser la salle d'attente, là aussi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser cet après-midi chez vous. Le principe, il faut une prise de contrôle par le propriétaire. Prise de contrôle de protection, c'est-à-dire que le propriétaire va faire asseoir le chien calmement. Il va tourner le dos à la direction du chien. Chez moi, en plus, les murs le permettent de le faire, mais on peut même le faire avant même que le chien voie les autres chiens. L'idée, c'est de dire au chien, je prends le contrôle de l'interaction, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, le propriétaire va traverser la salle de consultation en passant devant le chien, en se positionnant, lui, entre les chiens et son propre chien, avec une laisse assez courte, mais pas tendue, et surtout avec une démarche régulière, fluide, et aucun commentaire, quelle que soit l'attitude du chien. Là, il faut le briefer avant le propriétaire, mais il faut lui dire, vous n'avez pas le droit de vous arrêter et vous n'avez pas le droit de parler à votre chien. Et vous devez marcher toujours à la même vitesse. Donc, les chiens qui sont très, très réactifs et qui s'excitent en présence des autres chiens font quand même un début d'excitation. Si le propriétaire continue sans les regarder et avec une démarche fluide, le chien suit et ça s'arrête. Et les gens arrivent au bout, ils sont sidérés parce que leur chien qui n'a jamais pu traverser une salle d'attente, ben là, il l'a fait et ça va bien. Et une fois que c'est terminé, on refait la même manœuvre, ils le font asseoir, et là, à ce moment-là, ils le félicitent. Je ne l'ai pas précisé, mais dans un premier temps, ils ne félicitent pas. On est dans un contexte d'autorité dans lequel on manifeste au chien la protection autoritaire, donc il n'y a pas de félicitation. Un peu plus loin, la séquence est terminée, on peut le féliciter et on peut le caresser. On peut le féliciter largement. Cette manœuvre-là, elle est très très efficace et elle change un peu la vie des gens dans les situations où ils croisent des chiens. Et c'est vraiment très important. Alors, j'ai plein d'anecdotes sur ces situations-là, parce que là aussi, c'est du quotidien. Mais j'avais un monsieur et une dame qui avaient un chien très excitable en présence de chien. Donc, elle m'avait fait la phrase rituelle « J'espère qu'il n'y a pas de chien ». J'avais donc répondu ma phrase rituelle « J'espère qu'il y en a plein ». Et il y en avait plein. Donc, il y avait 3 chiens. Elle avait des chiens dans toutes les directions. Et on sort, et je lui dis « Vous avez compris ce qu'il faut faire ?» Elle me dit « Oui ». Alors, on sort, elle arrête le chien, il fallait passer à la caisse, elle arrête le chien, elle se met dos aux autres chiens, il est un peu partout, mais elle se place comme il faut, et elle fait asseoir le chien. Le chien s'assoit, j'étais avec le mari, je lui dis bravo, elle a bien compris, et ça marche bien, le chien s'immobilise et n'aboie plus. Et à ce moment-là, la dame se penche vers son chien et la caresse, en lui disant c'est bien, et là, le chien se remet à aboyer. Et là, elle se tourne vers moi, elle me dit j'aurais pas dû la caresser. Ah non, il fallait pas la caresser, c'est pas le moment. Donc je suis allé en coalition avec cette dame face à son chien, elle l'a refaite asseoir, ça marche aussi la deuxième fois, elle l'a pas caressé et on est sorti et une fois dehors elle l'a caressé, voilà, c'est la technique qu'il faut appliquer, je vous donne les éléments d'ajustement qui sont tout à fait indispensables pour ça. Donc on a fait le chien de son entrée à la clinique, où on lit sa puce, au moment où vous l'accueillez, l'entrée dans la salle de consultation, les mouvements et les coalitions pendant la consultation pour faire des soins ou pour signifier la garde. Et maintenant, on a raccompagné le chien. Vous voyez que cette communication posturale est présente absolument à toutes les étapes de la présence du chien dans la clinique et que finalement, ça peut vous occuper l'esprit pas mal de regarder tout ça. J'ai mis, parce que pour moi c'est un élément important et que même si c'est pas tout à fait dans la clinique, c'est quand même quelque chose que je suis amené à expliquer très très souvent aux propriétaires de chiens qui ont des enfants. L'idée est la suivante. Si le parent réprimande son enfant et que le chien est présent et qu'on ne le pilote pas, alors le chien vient en général en soutien de son maître pour gronder l'enfant. Pour le propriétaire, ça passe inaperçu, le chien vient juste se placer à côté.
Dans certaines situations, il peut défendre le maître, mais l'enfant, mais à ce moment-là, c'est qu'il y a d'autres problèmes avec les propriétaires. Si vous laissez faire ça, le chien est auxiliaire d'éducation. Le danger, c'est que si vous n'êtes pas là, il risque de réprimander l'enfant à votre place, parce que comme vous n'êtes pas là, ben, que lui est auxiliaire, il va le faire. Pour éviter ça, avant de réprimander l'enfant, vous faites une alliance avec l'enfant et vous excluez le chien. Pas méchamment, vous lui demandez de s'éloigner, vous lui demandez de sortir. Dans un deuxième temps, vous réprimandez votre enfant avec la technique que vous voulez utiliser, sans violence. Ensuite, vous vous remettez en coalition avec l'enfant, vous l'appelez, et c'est l'enfant qui le fait asseoir. Et c'est l'enfant qui félicite, et au moment où il le fait, vous vous éloignez. C'est une manœuvre très claire pour le chien, dans laquelle mon interprétation, c'est que l'on favorise, dans le regard du chien, le fait que l'enfant est un humain donneur d'ordre. Alors que comme c'est un jeune humain, pour le chien, c'est un jeune, et un jeune, ça ne commande pas les adultes. Et donc, pour un chien adulte ou jeune adulte, c'est un peu difficile au départ de se faire commander par un individu très jeune. Or, ce type de manœuvre privilégie, si je puis dire, le côté humain, et le chien accepte cette définition de l'humain donneur d'ordre, quel que soit son âge. Ce que vous observez après, c'est que lorsque vous montez le ton par rapport à l'enfant, le chien quitte la pièce, en général avec une posture basse. Il s'exclut de lui-même, donc vous savez que vous avez réussi quand il fait ça. Et le commandement par l'enfant est favorisé, vous allez le cultiver dans des situations qui ne sont pas des situations d'affrontement, mais par exemple, donner la gamelle au chien, ça peut être l'enfant qui le fait, avec votre assistance évidemment, avec votre coalition à côté, mais c'est lui qui fait asseoir le chien, c'est lui qui pose la gamelle, là encore, ça positionne le chien. L'enfant, c'est pas une protection absolue, évidemment, tous les enfants ne seront pas morts s'ils font ça, mais la communication, la clarté de l'organisation familiale est quelque chose qui est largement favorisé par ce genre de manipulation. Donc c'est quelque chose de très très important. L'erreur de la coalition avec le chien est une erreur extrêmement fréquente, qu'il est assez facile d'éviter. Lorsque ce sont des tout petits enfants, alors hier j'en avais un, c'était un enfant de 7 mois, un enfant de 7 mois, vous le prenez dans les bras et vous lui faites faire face au chien. C'est vous qui donnez les ordres, évidemment. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'enfant, quand très jeune, on lui a fait faire ça, dès qu'il est en âge de tenir debout et de parler, il n'a qu'une envie, c'est de faire asseoir le chien. Et donc, très vite, on a un enfant qui joue le jeu et qui se positionne lui-même avec des interactions très favorables avec son chien. Voilà, j'ai terminé avec les interactions les plus classiques et les plus fréquentes, et en particulier celles de la clinique vétérinaire. J'ai 2 diapositives de mi-conclusion, mais d'introduction à ce que je voulais dire. L'engagement dans l'interaction, vivre une interaction totalement, c'est échanger des signaux qui sont identifiés par chacun des parties. Et les chiens ont l'habitude qu'on ne les regarde pas autant qu'on devrait. Et eux, ils nous regardent tout le temps et ils ont l'habitude qu'on ne fasse pas très attention à eux. Vous avez vu tout à l'heure la lecture de puce, le mec qui tient son chien, il n'a aucune idée des émotions ou des pensées, des ressentis de son chien. Donc c'est intéressant d'amener les propriétaires à regarder leur chien. C'est intéressant évidemment que vous soyez très attentifs au chien. La proxémie, parce que vous allez devoir adapter vos positionnements dans l'espace, favorise cette observation et elle la valorise beaucoup. Du coup, l'interaction est très renforcée et le chien n'a pas de doute sur le fait que vous êtes attentif à lui et il n'a pas de doute non plus sur le fait que vous le respectez. On a donc rempli nos 2 objectifs de communication avec le chien et de positionnement d'une interaction facile. Par rapport aux clients, j'enfonce une porte ouverte, mais nous recevons pas mal de clients dans la journée et eux, ils ne voient qu'un soignant dans la journée. Du coup, il y a une distorsion entre leur attention, leur attente, leur implication dans l'interaction et la nôtre. Nous, c'est une consultation parmi d'autres et eux, c'est la consultation. Donc, il faut avoir cette distorsion en tête pour se rendre compte parfois que ce que nous faisons n'est pas très bien perçu par les propriétaires. Et c'est pareil pour les animaux. Les animaux, ils vous regardent et ils se contrefoutent de savoir quelle est votre journée, si elle était fatigante ou pas. Ils regardent juste si vous êtes attentif à eux et je vous encourage évidemment à l'être beaucoup. Donc, j'ai associé la proxémie, l'attention à l'autre qui permet de s'adapter et le respect de l'animal. L'idée, c'est de savoir comment l'animal perçoit votre marque d'attention et de quelle manière vous allez pouvoir faire des marques de respect qui ont du sens pour le chien et le chat. L'autre jour, il y a un gars qui me dit « Vous êtes le premier vétérinaire que je rencontre qui parle à mon chien. »
Alors, j'imagine que je ne suis pas le seul à parler au chien, évidemment. Mais je sais ce qu'il voulait dire. Hein. Il voulait dire que je m'adresse à son chien et je ne m'adresse pas à son chien juste pour lui parler, pour le propriétaire. Je m'adresse à son chien et j'attends une réponse du chien. Bon, c'est un peu con quand je le dis comme ça, mais j'attends une réponse du chien, c'est-à-dire que j'attends que le chien manifeste le fait qu'il a vu que je m'adressais à lui. Et donc, il y a des échanges de regards, des échanges posturaux où je peux me reculer, m'avancer en fonction de ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui donc marque les chiens, évidemment. La fois suivante, vous voyez bien que le chien n'a pas tout à fait la même relation avec vous. Et ça marque les propriétaires parce que vous êtes attentif au chien et dans l'idée des gens, le vétérinaire est un expert qui est attentif aux chiens, c'est la moindre des choses, et qui sait communiquer avec eux. Et donc, quand vous le faites d'une façon construite et que vous pouvez commenter au propriétaire, c'est vraiment intéressant. La communication posturale, elle n'est pas consciente. Là, je vous amène à réfléchir à votre communication posturale et donc, je la rends consciente. Et cette communication analogique, elle est perçue, mais inconsciemment, par le chien et par le propriétaire, qui se rend bien compte que vous faites quelque chose. La gymnastique d'accueil que je vous ai proposée tout à l'heure, quand je fais remarquer aux gens ce que j'ai fait, ils se rendent compte que je l'ai fait, mais au moment où je le fais, ils ne se rendent pas du tout compte de ce que je fais. Même si je fais quelque chose qui socialement est inhabituel, c'est pas grave. Je les amène à me tourner le dos, je les touche pas, voilà. Mais tout ça passe vraiment très facilement. La question, je vais y répondre dans la conclusion, mais la question qui se pose, c'est est-ce que la communication en consultation et les émotions qui vont avec la consultation nuisent à la qualité des soins médicaux? Évidemment, non. C'est exactement l'inverse. C'est très net en consultation, c'est encore plus net en hospitalisation, dans lequel le chien ou le chat doit se confier à vous. Je vais faire une parenthèse sur le chat d'ailleurs, tant que j'y suis. Et est-ce que notre sécurité en dépend? Évidemment, si le chien est beaucoup plus détendu, s'il est plus confiant dans ce que vous faites, il va être moins agressif et donc vous allez pouvoir faire des choses plus facilement. Et si vous êtes très attentif au chien ou au chat, vous allez pouvoir anticiper les réactions parce que vous avez lu ses émotions et ça va vous permettre d'éviter certaines manœuvres. Est-ce que notre bien-être en dépend? Oui. Alors, à la fois du point de vue danger, mais également du point de vue satisfaction personnelle par rapport à ce qu'on fait. Pourquoi je développe la proxémie pour les chiens et pas pour les chats? Parce que justement, c'est le volet social. La proxémie a beaucoup d'importance dans la relation sociale des chiens. Et la relation avec les chats n'obéit pas à une organisation sociale à proprement parler. Et donc, la signification sociale de ce que nous faisons, elle n'existe pas pour le chat. Pour le chat, on est plutôt dans la logique un peu de base de distance publique, distance intime, et en distance publique et distance intime, et on joue avec ça sur le chien, sur le chat, avec un respect en fait des distances qui mettent le chat à l'aise ou qui le mettent mal à l'aise. Ça s'arrête là. Ma conclusion par rapport à ça, elle est en plusieurs volets. Donc, la vocation des soignants vétérinaires, c'est le plaisir avec les animaux. Ça a l'air bête, mais bon, ça fait partie quand même. La plupart des gens qui travaillent dans une clinique vétérinaire, quelle que soit leur fonction, sont là parce qu'ils ont un plaisir à interagir avec les animaux. Notre activité est une activité médicale technique et cette technique parfois éloigne des émotions. On est occupé, on est pris par ce qu'on fait, par les raisonnements, par la complexité parfois des gestes que nous avons à effectuer et ça éloigne de la perception et des émotions de l'interaction. Je vous propose de vous en rapprocher parce que c'est une bonne chose. La communication enrichit les consultations. Alors, je l'ai dit au fur et à mesure, mais elle facilite les soins. Elle améliore la relation et surtout, elle rend le quotidien ludique, c'est-à-dire que vous vous amusez à communiquer avec les chiens, à regarder comment ils répondent. Je vous assure que quand vous montez la garde et que vous regardez les réactions des chiens, c'est toujours assez surprenant de voir l'efficacité que ça peut avoir et le changement de regard du chien sur le vétérinaire, juste parce qu'il a émis des messages sociaux. Ça contribue à renforcer, à retrouver le plaisir de communiquer. Peut-être que quand vous avez commencé à travailler, vous étiez là en vous disant c'est super, je vais échanger et interagir avec des animaux avec beaucoup de plaisir. Et au bout d'un moment, c'est de la contention plus ou moins musclée, c'est peu de temps consacré à l'interaction avec l'animal. Je pense qu'il faut retrouver ce plaisir-là, là encore, que ce soit en consultation ou en hospitalisation. Les quelques minutes qui sont consacrées à échanger avec l'animal sont des minutes qui sont précieuses pour votre propre bien-être et vous ressourcer par rapport à vos envies. Je pense que c'est pareil avec nos congénères, que ce soit pour les soignants des humains
dans les gens qui vont soigner. Tout ça donne du sens et de la valeur à notre activité. Et ce sens de l'activité est la prévention du burn-out et de la surcharge de travail. Si ce que vous faites a du sens, si vous avez des individus dont vous vous occupez, qui sont des personnalités que vous pouvez individualiser et identifier, vous ne risquez plus, vous n'êtes plus exposé à ce type de surmenage. Et donc, lier l'activité médicale technique et les émotions des interactions, ce n'est pas enseigné, c'est même plutôt... Alors, c'est moins vrai pour les vétérinaires, mais c'est très vrai pour les médecins ou les soignants. On les encourage au départ à se méfier de l'investissement émotionnel parce qu'il pourrait nuire à leur neutralité, à leur objectivité, à leur analyse médicale technique. Je pense que c'est pas vrai. Je pense que si on prend l'habitude de le faire, alors c'est un petit peu technique aussi, mais si on prend l'habitude de le faire, je pense qu'au contraire, ça enrichit l'interaction et que ça favorise plutôt la concentration sur l'activité. Je dis souvent ça, depuis que je fais tout ça, ça fait quand même, je suis vieux maintenant, pas mal d'années que je le fais. À chaque fois à chaque fois, c'est pas très souvent, mais ma dernière chienne, qui a 11 ans, quand j'ai pris cette chienne, je me suis dit, est-ce que je vais être capable d'avoir le même investissement émotionnel avec ce chien-là en ayant un regard technique? Parce que vous avez vu, j'analyse beaucoup des interactions et je pense que c'est le chien à qui je suis le plus lié de tous les chiens que j'ai jamais eu. Et je pense que la technique fait exactement l'inverse, elle enrichit énormément la qualité et la profondeur de l'interaction. Et donc, toujours dans cette logique de bien-être au travail, je pense que si vous avez régulièrement dans la journée des interactions très gratifiantes avec les animaux que vous soignez, eh bien, vous allez avoir une journée moins fatigante émotionnellement. Voilà, ce sera ma conclusion. Je me permets, j'ai envie d'applaudir. J'ai envie d'applaudir. Donc, j'avais mis quelques livres que j'ai ou écrits ou contribué à écrire, avec le guide du chien et du chat qui sont maintenant des best-sellers, hein, et d'autres présentations et des livres plus spécialisés pour les vétérinaires sur le chat et sur le chien, qui sont des livres très riches. Et pour ceux qui sont intéressés au comportement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà. Merci Nicolas, c'était vraiment très très riche. J'ai appris beaucoup de choses. L'omnipraticien retraité que je suis aujourd'hui aurait presque envie de recommencer. Hein. J'ai mesuré toutes les erreurs que j'ai pu faire dans ma communication avec les chiens au cours de ma carrière. Je pense qu'améliorer la communication avec le chien, c'est aussi un moyen d'améliorer la communication avec le maître. Hein. C'est un tout, naturellement. Hein. Mais pour moi, la notion de garde en consultation, de placement en consultation, j'ai réussi quand même à exercer pendant plus de 30 ans sans finalement me préoccuper de toutes ces questions. Voilà. Moi, ton exposé était d'une richesse considérable. Merci. C'est exactement ce que j'allais dire. Merci beaucoup, Nicolas, parce que j'ai aucune question relayée par le chat. Ça devait être d'une limpidité totale, d'une clarté totale. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Il faudrait qu'on arrive à reproduire l'exercice peut-être l'année prochaine. On a beaucoup traité du chien, très peu du chat. Peut-être que vous auriez également des solutions à nous donner. J'aurais des choses à apporter, certainement. Voilà. Moi, j'ai un chat à la maison et c'est pour moi une grosse source de mystère. Hein. Je vous avoue que je ne comprends pas toujours. C'est bien d'en garder un peu de mystère. Hein. Oui, tout à fait. Mais ce serait tellement plus harmonieux d'avoir un chat qu'on comprend, je pense que voilà. C'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux. Nous devons malheureusement nous quitter maintenant. Je tiens à vous remercier une dernière fois ou une nouvelle fois, Nicolas et Michel, pour votre participation à cet événement. Je tiens à remercier aussi toute l'équipe éditoriale et de communication qui sont intervenus en back-office pour que cet événement se passe bien. Et ces personnes vont se reconnaître. On espère donc que son contenu vous aura intéressé, vous permettra de mettre en œuvre des actions de prévention dans vos pratiques vétérinaires quotidiennes et peut-être pour certains maîtres aussi qui se sont connectés, parce que ce sont des webinaires qui sont libres, pas forcément pour les pros de santé.
des maîtres qui vont peut-être voir les interactions avec leur animal de compagnie d'une autre façon. Donc, je vous rappelle à tous que ce webinaire pourra être revu en replay. Il sera disponible pour cela sur le site de la prévention médicale d'ici quelques jours. Le prochain webinaire aura lieu en octobre ou en novembre. On n'a encore pas défini une date. La thématique n'est pas encore retenue. Alors, n'hésitez pas à vous connecter sur le site de la prévention médicale pour en connaître le sujet et pour consulter les nombreuses publications qui sont mises en ligne chaque mois. Nous avons la chance d'avoir, pour la médecine vétérinaire, Michel Bossier qui nous propose de très beaux articles et qu'il faut aller consulter sur notre site. Voilà tout ce que je pouvais dire aujourd'hui. Encore un énorme merci à Nicolas, un grand merci à Michel, parce que c'est Michel qui nous a mis en relation avec Nicolas, et c'était d'une très grande richesse. Je vous souhaite à tous de très belles vacances estivales, et j'espère vous recevoir une nouvelle fois lors d'un webinaire avec Nicolas, peut-être pour l'année prochaine. Peut-être qu'on a déjà pris une date pour le comportement des chats l'année prochaine. Un grand merci à vous deux, et je vous souhaite une belle fin de journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci encore, Nicolas.